bien que la prise de Ritaline ou de Concerta se fait de façon à ce que l'enfant soit adapté au modèle scolaire. Bon, donc ça a une durée assez limitée dans le temps. Personnellement, je reçois ces enfants-là le samedi matin, alors qu'ils ne sont pas sous médicaments, de façon à avoir en face un sujet vivant. Voilà. Bon, ça c'est ma façon de travailler. Ça marche aussi. Donc je les prends quand ils ne sont pas sous... Parce que ça change la personnalité qu'elle a. Oui, bien sûr. C'est une béquille. Alors le problème, c'est qu'est-ce qu'on en fait. Voilà. C'est comme d'autres choses. Alors comment agit la psychomotricité dans le traitement de l'enfant dyslexique? On est au cœur du sujet, si vous voulez. Alors elle agit sur le niveau moteur, évidemment. Donc par ce qu'on propose, l'expérience motrice globale enrichit et fonde le vécu corporel indispensable à tout apprentissage. On sait bien que dans l'évolution de l'enfance, il n'y a pas une expérimentation motrice ou psychomotrice, l'enfant n'acquiert pas certaines choses au niveau cognitif. Donc on propose des exercices où le corps se déplace, où le sujet perçoit et intègre les diverses notions propres aux fonctions psychomotrices. Elle agit également sur le niveau manipulé ou sensorimoteur, donc manipulation d'objets qui permet de percevoir les diverses notions. Tous les sens évidemment sont sollicités, en particulier le toucher, mais bon, personnellement. Elle agit également sur le niveau perceptivo-moteur, c'est l'aspect représenté, donc dans on va dire des manipulations plus fines. C'est pas nous qui manipulons, c'est le sujet. Nous mettons on lui propose des outils pour cela. Donc, évidemment, les thérapies perceptivo-motrices, bon, par exemple, ce qu'on connaît très bien, à chaque fois qu'on arrive quelque part, on dit « Ah, vous faites des parcours psychomoteurs ?» Oui, bien sûr. Les jeux d'équilibre, les jeux de coordination, évidemment. Mais ça, on peut, en avoir certaines idées, par exemple, dans certains jeux sportifs. Alors, on va utiliser des jeux sportifs, mais pas pour le sport lui-même, mais par rapport à un but bien précis. Les thérapies expressives, là aussi, on va utiliser des techniques, la danse, le mime, le jeu spontané, le modelage, l'activité graphique, par exemple, l'expression corporelle, tout ce que vous pouvez imaginer par rapport aux thérapies expressives. Donc, par rapport à ce que je disais au début, ça paraît intéressant, c'est-à-dire que, vous savez, ce passage de l'enfant de l'expression corporelle à l'expression langagière, lui permet de, non pas de régresser, mais de réactualiser quelque chose de cet ordre-là, nous paraît tout à fait intéressant, de façon à faire une soudure symbolique. Alors, la thérapie psychosensorielle, comme la relaxation, la sophrologie, etc., qui permettent une détente, on va dire, neuromusculaire. Et puis, des outils actuels, des supports sportifs, on en a un peu parlé, des supports informatiques, ordinateurs, jeux vidéo, palettes graphiques. Donc, on utilise aussi certains outils qui sont des outils tout à fait actuels. Tout simplement parce que on s'aperçoit, comme d'autres praticiens, que les objets d'aujourd'hui, ce sont des objets souvent différents. On ne va pas renier la technique, on en a besoin, la preuve. C'est un prolongement du corps, l'informatique par exemple. Donc là-dessus, ces outils-là sont intéressants. On est au XXIe siècle, c'est le siècle de l'image, c'est le siècle de la vitesse. On ne peut pas faire abstraction de ce genre de phénomène. Donc on va utiliser l'informatique, on va utiliser les jeux vidéo, et avec succès, nous sommes en train de travailler beaucoup là-dessus. La palette graphique, qui est très intéressant comme outil, parce que ça ressemble à quelque chose sur lequel on écrit, ce n'est pas forcément pour écrire, mais il y a un stylet, on va produire une image avec ce stylet, etc. Donc on va déplacer certaines choses. Et je peux vous en parler beaucoup parce que je travaille beaucoup avec ça, mais c'est un outil. Voilà. Alors, c'est peut-être la conclusion, ça, je sais pas. Alors, la place de la dyslexie
dans l'ensemble des difficultés de l'enfant, le caractère primitif ou réactionnel de ces dernières sont à prendre en considération, hein, avant d'engager l'enfant dans une thérapie. Donc c'est vrai qu'on peut intervenir nous aussi dans nos bilans, nos évaluations de façon critique, hein, par rapport justement à ce côté soit primitif, soit réactionnel de cette difficulté-là. Si la dyslexie, pardon, je suis dyslexique, s'inscrit dans le cadre d'un trouble profond de la personnalité avec une attitude d'opposition plus ou moins vigoureuse à toute acquisition nouvelle, surtout scolaire, hein, c'est le social, le scolaire. On conçoit que la rééducation va rapidement buter sur le symptôme et une approche thérapeutique plus globale est souhaitable. Alors là, on peut intervenir, hein, parce que plutôt que d'attaquer le symptôme de front, on va essayer de le contourner, de lui trouver un sens. Et on ne va pas l'éviter parce qu'il est présent, mais en tous les cas, on ne va pas l'aborder de front, hein. Un enfant qui vient, par exemple, qui ne peut pas tenir un crayon pour quelque raison que ce soit, on va lui proposer l'ordinateur, pourquoi pas. On va décaler, hein. Et après, si on arrive à questionner les écoles qui font des efforts aujourd'hui, grâce sans doute à votre association, il y a du matériel informatique qui arrive dans les écoles et avec beaucoup de joie pour nous, hein, parce qu'on voit des enfants qui se départissent vraiment de quelque chose qui est leur handicap, et que cet handicap va passer sur le fait de trimballer un ordinateur. Ça va être le fardeau, l'ordinateur, donc de classe en classe, il va trimballer son ordinateur. C'est plus lui qui est handicapé, c'est l'objet. Et j'en ai un comme ça qui, au bout de 2-3 ans, m'a dit j'en ai marre de me trimballer mon portable, chaque fois il faut que je trouve une prise, etc. Je reviens au stylo, alors qu'auparavant il me jetait à la figure. Voilà. Donc, contournement, pourquoi pas, hein. Ça paraît très intéressant. C'est pas la conclusion, hein. Alors, toutefois, la rééducation est le plus souvent indispensable. L'essentiel est que l'enfant l'accepte et il soit motivé, ce qui est l'affaire du consultant, des éducateurs et aussi des parents, bien sûr, vous savez bien. Là encore, la méthode utilisée est beaucoup plus en fonction du rééducateur de l'enfant. On distingue évidemment dans ce qu'on sait aujourd'hui les méthodes fondées sur la lecture, par exemple la méthode Borel-Maisoni, à base phonétique où des gestes symboliques cherchent à susciter l'association signe, écrit, son, et les méthodes fondées sur l'écriture, par exemple la méthode Chassani, qui est une méthode d'association, hein, en utilisant des séries, par exemple les mots qui s'enchaînent soit par leur forme, soit par leur sens. C'est les orthophonistes qui font ça essentiellement, hein. Et où l'enfant s'auto-corrige, par exemple l'enfant qui écrit râteau comme ça, R-A-T-O, accent circonflexe T, eh ben, dans une série d'écrits, il va être invité à écrire bateau, château, chapeau, radeau, et enfin râteau. Et donc il va associer comme ça. Alors évidemment, ce sont des chaînes, hein, d'association de mots, souvent des chaînes signifiantes qui peuvent se mettre en place, qui évoquent en tous les cas aussi des images, et on sait que le recours à l'image chez l'enfant dyslexique peut être intéressant. Voilà. Alors on sait dans les statistiques que la rééducation aboutit entre 6 et 24 mois à une diminution, voire une disparition des difficultés. Il reste quand même un pourcentage d'enfants, 10 à 15%, qui font peu ou pas de progrès. Donc on se pose la question d'une pédagogie spéciale, évidemment. Je vous rappelle le moins possible à la lecture et à l'écriture, enfin au sens habituel. On en profite ici, évidemment, pour mettre en relief le rôle de l'école à un âge critique pour l'enfant. De petites difficultés dans une classe non surchargée avec un enseignant disponible, mais ça, je pense que c'est au premier plan, hein, dans votre association. Un enseignant disponible pourront s'atténuer et disparaître, hein, tandis que de médiocres conditions pédagogiques fixent le désordre et sont à l'origine de troubles souvent réactionnels chez l'enfant. Et on le connaît bien, c'est refus scolaire, réaction de catastrophe, d'inhibition, d'instabilité aussi.